Bonjour à tous. Alors nous retrouvons donc dans cette émission de rencontre avec la profession d'avocat maître Jérôme Cazet, avocat au barreau de Paris et de Bordeaux et maître de conférence à l'université de Bordeaux. Donc maître Cazet, vous êtes d'ailleurs originaire de la région, bordelais, d'origine et presque d'adoption puisque vous êtes aussi irlandais d'origine. Vous êtes maître de conférence depuis 1997 et la soutenance de votre doctorat, et vous êtes devenu titulaire en 1998 à l'université de Bordeaux, une faculté de droit. Vous avez été collaborateur d'avocat au conseil auprès de la Cour de cassation, puis en 2007, vous êtes devenu pour la première fois associé d'un cabinet parisien, et en 2014, vous avez créé votre propre cabinet avec maître Georgeon et Bautier, pour vous installer et à Paris et donc à Bordeaux, dans un cabinet que nous pourrions qualifier de champêtre, peut-être. Voilà. Et vous êtes surtout donc un professeur, un maître de conférence de l'université qui passe beaucoup de temps pour permettre la formation continue des magistrats et des avocats, ce dont la profession, je pense, vous remercie. La première question que j'aimerais vous poser, maître, c'est une question toute simple, c'est pourquoi être avocat, et surtout pourquoi être avocat et professeur des universités? Pourquoi cette dualité? Alors pourquoi avocat? Eh bien, parce que c'est une profession qui m'a toujours tenté. Je pense que c'est une réponse assez simple, mais qui est vraie. Par atavisme familial, j'ai également passé mes diplômes de notaire à Bordeaux, mais le notariat n'était pas fait pour moi, ce qui laisse un peu ses chances, évidemment, de prospérer pour d'autres. Donc le barreau était vraiment ce que je voulais faire depuis toujours, donc c'était normal que je m'y inscrive. Et pourquoi universitaire et avocat? Eh bien parce que universitaire, comme j'étais un étudiant plutôt dilettante, le fait de pousser mes études universitaires m'a obligé à être un peu plus sérieux que je ne l'avais été avant. J'avais un grand-père qui était notaire de formation et qui disait quelque chose de très vrai, qui était de dire « pousse tes études pour devenir un bon civiliste ». Et c'est, je pense, un des meilleurs conseils qu'il ait pu me donner. C'est une raison pour laquelle j'ai fait mon doctorat. Je ne pensais pas rester comme titulaire après à l'université. Les recrutements ont marché jusqu'à un certain point, je n'en plains pas parce que j'aime beaucoup la recherche et j'aime beaucoup mes étudiants, donc cumuler les deux me semble assez évident. En tant que professeur et en tant qu'avocat, quel conseil donneriez-vous aux jeunes bacheliers en première année de faculté? Alors le conseil est très simple pour moi, c'est accroche-toi. Il me vient que si tu es véritablement motivé, premièrement, et deuxièmement, accroche-toi, sachant que la motivation pour des études peut grandir en avançant, que beaucoup d'étudiants de première année ne savent pas toujours très bien ce qu'ils font là, et que la découverte et l'amour du droit vient souvent avec le temps. Une des raisons pour lesquelles je suis assez réservé sur les parcours très courts de 2-3 ans, comme certaines écoles de commerce veulent les proposer, puisqu'on n'a pas le temps de former un cerveau juridique en 3 ans, et qu'on n'a pas le temps non plus de faire découvrir à la personne ce que c'est véritablement que le droit. Donc véritablement, il faut s'accrocher. Mon première année, j'étais objectivement un peu largué, j'ai d'ailleurs redoublé, je n'en cache pas. J'étais un peu largué parce que je ne travaillais pas assez, j'étais un peu largué parce que je n'en voyais pas tout à fait le but. Et c'est le temps qui m'a donné véritablement la mesure des études que j'entreprenais. Et heureusement que j'avais une famille qui m'a donné le temps de m'accrocher. Mais je le dis aux jeunes, il faut s'accrocher. Oui. Oui, nous permettions de sourire, Vincent et moi, puisque en fait, en préparant l'entretien, nous avions dit, pour cette question, nous avions fait la réponse de Gandalf, « Fuyez, pauvre fou », qui nous semblait parfois adaptée. Alors nous allons entamer notre première partie, après cette courte introduction, sur l'accès à la profession d'avocat, et peut-être sur votre vision, donc là encore dualiste, sur cet accès. Alors, le système universitaire, en premier lieu, est souvent décrié pour son incapacité à professionnaliser les parcours des étudiants, malgré les efforts qui peuvent être faits, par exemple par le doyen Simpo et la vice-doyenne Sotoni à l'université de Bordeaux, et à préparer de réels professionnels. Pensez-vous que ce soit en réalité un faux procès, ou le système nécessite-t-il une réforme d'ampleur? Alors là-dessus, je suis très tranquille. Enfin, mon opinion est très claire. L'université n'est pas là pour former des professionnels. Elle est là pour former des gens qui pensent, qui savent penser, qui savent raisonner. Apprendre à pratiquer, ça prendra en pratiquant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Dans le temps, les avocats se formaient sur le tas, et ça marchait pas si mal. Je ne suis pas très sûr qu'ils étaient franchement plus mauvais qu'aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont mauvais aujourd'hui, mais ce que je veux simplement dire, c'est que je crois qu'on a essayé différentes formules. La formule ancienne qui était de dire tu apprends ta pratique en pratiquant ne me paraît pas idiote. En revanche, un jeune qui ne sait pas raisonner,
aura toujours du mal où qu'il aille. Et la vertu première de l'université, surtout dans un système où les lois changent souvent et beaucoup, c'est de donner cette faculté de raisonner. Et cette faculté-là, je pense, est de très loin la plus importante. Donc professionnaliser un petit peu, oui, expliquer un peu à l'université certaines choses. Je trouve par exemple qu'on ne fait pas assez de procédures civiles à tous les niveaux, et de procédures tout court, d'ailleurs pas que civiles. Ça, c'est incontestablement vrai, mais c'est à la marge. En réalité, l'université est surtout là pour faire réfléchir. Mais dans le cadre de cette pratique, est-ce que par exemple imposer des stages obligatoires en troisième année, par exemple, pourrait être une bonne chose, ou en master 1 au moins, avant d'arriver à l'étape des master 2, ou par exemple de passer le CRFPA? Est-ce qu'il est normal, enfin, pour vous, qu'un étudiant qui a le CRFPA, son premier stage dans la vie réelle, ce soit le stage de 3 semaines du début d'école? Dans un monde idéal, on aimerait bien que tout le monde trouve des stages. La réalité, c'est que tout le monde n'en trouve pas. Bien souvent, il y a des gens très bien qui n'ont jamais eu l'opportunité d'en faire un alors qu'ils ont envoyé des dizaines de CV. Donc c'est très difficile d'aller imposer des stagiaires. De plus, les cabinets ne sont pas toujours très favorables à recevoir des stagiaires. Pardon. Pour une raison qui est simple, c'est qu'on impose des contraintes de plus en plus importantes d'encadrement de stages qui découragent plutôt qu'autre chose. Alors je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas transformer les stagiaires en esclaves, c'est un peu le risque toujours. Mais en même temps, si on veut véritablement favoriser cette éclosion-là, il faut arrêter de réglementer autant qu'on le fait. Donc c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Ça me paraît être un faux problème. Je crois que le vrai temps de l'étudiant sur ces 4-5 années de formation initiale, c'est d'apprendre un maximum de raisonnement, comme je le disais précédemment, apprendre à raisonner, apprendre à s'adapter à ce qu'il voit. Il aura bien le temps de découvrir le métier par la suite. Pensez-vous que les épreuves du CRFPA sont toujours adaptées pour sélectionner de futurs avocats, notamment compte tenu de leur caractère purement universitaire, de même que pour le CAPA à la fin de l'école des avocats? Alors là encore, c'est une vieille question. Je pense qu'il faut quand même des critères universitaires au début pour attester d'un niveau. Et même avec ça, on a parfois des grosses surprises. Donc si on faisait moins de ça, je n'ose pas imaginer les surprises que nous aurions. Quant au CAPA à la sortie, pour avoir eu la joie de siéger plusieurs années de suite au CAPA à Bordeaux, j'ai eu l'occasion de voir un peu comment ça se passait. Là, c'est la profession souvent qui exerce un peu une pression, et c'est un peu différent. Il me semble qu'on devrait être plus sévère à l'entrée qu'à la sortie. La sortie étant plus une question de se dire est-ce que la déonto est comprise et acquise, est-ce qu'on commence à comprendre ce que c'est que la profession qu'on va embrasser. Et autant je serais assez universitaire dans la sélection initiale, à l'entrée, autant il me semble que les critères professionnels devraient être beaucoup plus importants à la sortie. Alors, vous nous disiez que vous seriez un peu dur sur l'entrée. Ça va rejoindre peut-être la position de votre bâtonnier, monsieur le bâtonnier Sicard. Pensez-vous donc qu'une réforme de la profession d'avocat est nécessaire comme il le pense? Et on pourrait notamment penser à l'émergence d'un numerus clausus qui aura un impact important sur le CRFPA. C'est d'ailleurs une réforme qui fait grincer de nombreuses dents parmi les directeurs d'IEJ. Alors, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais ce que je peux en dire, c'est que avec le barreau de Paris qui représente la moitié du barreau français aujourd'hui, avec un barreau qui est très très clivé, avec des cabinets très riches et d'autres absolument pauvres, des confrères qui sont en redressement judiciaire, il me semble que la question du nombre d'avocats présents, on a beau nous dire que le taux d'encadrement ramené à 100 personnes de la population européenne est assez bas en France par rapport à d'autres pays européens, malgré ces discours-là, on voit bien que le numerus clausus, me semble-t-il, devra bien être une question évoquée un jour ou l'autre. Il y a aujourd'hui, je trouve, beaucoup trop de confrères en circulation. Non pas que je veuille tous les supprimer, j'en fais partie, mais il me semble que avoir un peu moins de monde et avoir peut-être plus d'action sur la qualité de ce qui est fait en continu me paraît absolument indispensable. Et pour les écoles d'avocats particulièrement, quand je vois sortir des promotions de l'école de formation du barreau de Paris, l'EFB, des formations qui sont à 1500, 1800 jeunes avocats à intégrer dans la profession chaque année, je me pose la question de comment ils trouvent leur stage, leur collaboration, comment ça fonctionne. C'est une vraie question. Donc 1500, 1800 étudiants, c'est-à-dire plus que l'intégralité des avocats du barreau de Bordeaux aujourd'hui, qui est déjà un barreau important au point de vue provincial, bien entendu. Oui. Quel conseil professionnel donneriez-vous à un étudiant ou à un élève avocat qui aimerait être le plus efficace possible? Alors, efficace si c'est dans ce cursus de ses études ou pour intégrer la profession. Dans le cours des études, suivre son instinct. Je ne peux pas dire mieux. Il n'y a pas deux façons équivalentes de travailler.
Certains sont des bûcheurs avec des fiches multicolores, d'autres sont des bûcheurs en lisant dans leur jardin, d'autres sont des bûcheurs en allant courir. J'ai une de mes associées qui, elle, travaillait en tailleur sur son canapé, avec entouré de tout et de ses chats, et ça lui a plutôt bien réussi. Je ne crois pas qu'il y ait de méthode propre, si vous voulez. Le seul conseil qu'on puisse véritablement donner, c'est de s'accrocher, comme je le disais tout à l'heure, et de ne jamais lâcher cette idée-là. Mais c'est l'idée de la passion. Si vous aimez ce que vous faites, ça vient assez naturellement et c'est relativement facile. Si vous êtes contraint de faire vos études en vous disant « je ne sais pas très bien ce que je fais là », c'est évident que ça ne marchera pas. Pour le barreau, pour l'examen du barreau proprement dit, il y a une part de bachotage non négligeable. Il y a des endroits où il vaut mieux le passer, d'autres où il vaut mieux ne pas le passer, ce qui est un peu dommage. J'ai des souvenirs de bons étudiants que j'ai vu être recalés et de mauvais être reçus, ce qui m'a toujours un peu peiné. Mais ça, c'est l'injustice propre à tout concours, enfin concours à tout examen. Là encore, il ne faut pas en avoir peur. Pour ceux qui sont en phase de s'affronter à l'examen professionnel, si je me reporte à certains amis qui ont beaucoup hésité avant de tenter l'examen du barreau, je pense à un en particulier qui a différé de près de 4 ans le fait de se confronter à l'examen d'entrée, alors qu'il l'a réussi brillamment la seule fois où il s'y est présenté. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'en font tout un monde, alors qu'on s'aperçoit en vieillissant après que c'était finalement pas si grave que ça. Le tout, c'est le travail, bien sûr. Alors nous allons passer à une deuxième partie sur la profession d'avocat plus spécifiquement, et en abordant la première question. Pour vous, quelles sont les qualités d'un bon collaborateur? Alors, un bon collaborateur, d'abord, ça ne se trouve pas tous les jours. Enfin, il y a des choses à dire. Un bon collaborateur, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre, c'est quelqu'un qui a envie d'être formé, et c'est quelqu'un qui est d'accord pour dire qu'il a pas mal de temps d'apprentissage à faire. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui dit oui tout le temps, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui doit tout supporter, parce qu'il y a aussi la question de qu'est-ce qu'un bon patron. Mais le fait est qu'un bon collaborateur, avant tout, c'est quelqu'un qui doit avoir l'humilité nécessaire pour se dire je suis là pour apprendre. Et parfois on trouve des collaborateurs qui, parce qu'ils sortent de l'école d'avocat, sont bardés de jolis diplômes. On a l'impression que ce seraient presque déjà des gens qui ont 40-50 ans que des gens qui ont plutôt 27-28 ans. Et le bon collaborateur, celui qui, à mon avis, percera par la suite, c'est celui qui sait qu'il a une certaine humilité à avoir en abordant la profession, qu'il aura pas mal à bosser, sachant que pour autant, il a d'ores et déjà des diplômes et des qualités, et que celles-ci, bien entendu, il est plus qu'admis et encouragé à les faire valoir. La question pourrait se poser, par ailleurs, beaucoup d'avocats disent que l'élément central de leur cabinet, alors surtout quand c'est des petits cabinets, et ce qui est vraiment très important, c'est leur secrétaire. C'est-à-dire la qualité de la secrétaire juridique fait beaucoup dans la qualité du cabinet. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette position? Alors, ça dépend comment le cabinet fonctionne. Si vous êtes dans un cabinet qui dicte, incontestablement la secrétaire est importante, ou les secrétaires sont importants, parce qu'il en faudra plusieurs. Si vous êtes dans un cabinet qui ne dicte pas, ce qui est notre cas, nous rédigeons nous-mêmes, ça c'est le côté un peu universitaire. Moi je tape mes conclusions, les collaborateurs, mes associés aussi. La secrétaire est importante, mais différemment. Elle est importante à ce moment-là pour la réception du client, pour les appels, pour la gestion des agendas. Mais je crois surtout que dans le cabinet, tout le monde est important. Il n'y a pas que la secrétaire, ou que l'avocat, ou que l'associé, ou que le collaborateur. Je crois qu'absolument tout le monde est indispensable. Oui. Effectivement, je pensais à des cabinets un peu plus restreints en nombre. Alors, une question peut-être un peu particulière, c'est quelles sont les principales difficultés du métier et les qualités essentielles donc pour y répondre en tant qu'avocat? Alors, principale difficulté du métier, je crois qu'aucun confrère me contredira, c'est que c'est un métier très concurrentiel. Nous sommes une pure profession libérale, nous sommes nombreux, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui veut donc dire que la concurrence est rude. Pourquoi aller voir A plutôt que B plutôt que C? Ça, c'est véritablement la difficulté du métier. Et je crois que la chose peut-être la plus effrayante à première vue, mais on ne le voit pas quand on est jeune, et c'est tant mieux d'ailleurs, c'est de se dire mais est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va pousser la porte du cabinet? Je crois que c'est ça la vraie difficulté. L'autre difficulté après, c'est de tenir dans la durée. On a un taux de sortie de la profession qui est quand même assez important. Au bout de 10 ans, il y a pas mal de gens qui sont déjà plus avocats. Preuve que le métier n'est pas si facile que ça. C'est un métier de tous les instants, phénomène qui est un peu aggravé selon les spécialités. Vous êtes par exemple en droit de la famille, qui est ma spécialité. Il faut aimer vraiment être tout le temps dérangé. On a beaucoup ses clients au téléphone. On vit des choses émotionnellement difficiles avec les clients. Donc c'est une question aussi de résistance après, de savoir si on est vraiment fait pour ça. Donc la vraie difficulté, elle est d'une part dans le fait que personne ne nous attend, donc il faut bien trouver des clients. Et la deuxième difficulté, une fois qu'on en a trouvé, c'est d'avoir la résistance pour durer et ne pas s'épuiser.
Alors, vous nous parliez de l'aspect concurrentiel de la profession. Le courant législatif, et notamment la loi Macron, a accentué de beaucoup l'aspect commercial de la profession, notamment par exemple par rapport à la publicité. Pensez-vous que cette évolution soit inéluctable et que ce soit intéressant pour la profession de devenir vraiment presque des VRP du droit, plus que des juristes purs et durs, entre guillemets? Alors là, c'est ma moitié britannique qui va prendre le relais, puisque ça fait longtemps que dans les professions juridiques anglaises, il y a une part de firmes qui existent, et donc d'activités plus commerciales. Jusqu'à un certain point, c'est pas forcément gênant. Notamment pour les sociétés d'avocats qui ont une activité très droit des affaires, on peut comprendre cette logique-là. Je suis en revanche beaucoup plus réservé sur d'autres spécialités telles que celle du droit de la famille, par exemple, ou encore le droit de la responsabilité. Je vous renvoie à ce qui se voit parfois aux États-Unis, où il y a des cabinets d'essai, des cartes de visite dans des hôpitaux, après des accidents de la circulation massifs. Je trouve ça déplaisant et ça ne me paraît pas correspondre exactement à ce qui est notre activité. Donc l'interprofessionnalisation, rajouter un peu de droit commercial dans tout ça, par petites touches, pourquoi pas. On peut aussi évoluer et penser au monde dans lequel on vit. Il n'en demeure pas moins que le métier d'avocat est un métier à part. C'est une profession réglementée, c'est pas n'importe quoi. Et il me semble que ce métier à part fait qu'on doit avoir certaines limites posées, notamment en termes de communication, en termes de ce qui se dit, ce qui se fait. Et je ne pense pas qu'on puisse aller trop loin sur ce terrain. D'ailleurs, un autre aspect de l'évolution future de la profession d'avocat pourrait être la création de la grande profession d'avocat, à l'anglo-saxonne, regroupant les activités de notaire, huissier, avocat et avoué. Cet agrégat professionnel est-il souhaitable d'un strict point de vue de la sécurité juridique et de la qualité du droit, tel que les justiciables pourront y avoir accès? La vraie question, c'est dans la fin de votre question, est-ce qu'on a un meilleur service au bout du compte pour le justiciable? La réponse dépend beaucoup de la culture du milieu où elle est posée. En France, il y a une tradition notariale qui est très forte, qui est très implantée, qui a produit des très très bons résultats. On a un système immobilier qui, grâce à Dieu, est quand même très fiable. Je ne dis pas qu'il n'est pas fiable en Angleterre, en Irlande ou ailleurs, mais il est peut-être un peu moins bon. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas si c'est absolument nécessaire de vouloir tout fusionner. Il y a des cultures qui sont différentes, et plus que la concurrence à tout prix entre les professions, c'est leur complémentarité qui, moi, me paraît indispensable. Moi, je le vois, par exemple, en droit de la famille, il y a des secteurs sur lesquels nous n'avons pas du tout la même façon de voir les choses que les notaires, parce que nous, on pense toujours à quand ça va aller mal, alors qu'eux ont souvent tendance à dire que tout va bien se passer. La vérité, le point d'équilibre est entre les deux, et je suis assez content qu'il y ait quand même deux professions pour présenter les deux volets. Donc, de ce point de vue-là, vouloir à tout prix fusionner ne me paraît pas forcément indispensable. Je crois que garder chacun ses spécificités, tout en étant capable de travailler ensemble, est une voie beaucoup plus intéressante. La semaine a été marquée par la publication de l'arrêt de la Cour de cassation concernant les écoutes dans le dossier de Nicolas Sarkozy. Pensez-vous, comme le bâtonnier de Paris, que cette décision soit une négation du droit à un avocat? Alors ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, puisque d'une part, je n'ai pas tous les éléments pour me prononcer, d'autre part, je n'ai pas de compétences ultra particulières sur le sujet, et je ne peux dire que, sans doute, que mon bâtonnier a forcément raison. Donc je crois que ce sera la seule réponse que je ferai. La seule autre chose que l'on peut dire qui me paraît important, c'est que autant le secret doit être absolu, indiscutable avec nos clients, y compris au téléphone, ce qui me paraît tout à fait vrai, sinon on finira par se parler uniquement dans des boudoirs privés, ce qui est un peu gênant, parce qu'on aura toujours nos clients face à nous. En revanche, prêter son concours ou son oreille à des activités qui ne sont pas des activités que nous savons être normales, là il y a peut-être une limite qui est à ne pas franchir. C'est ça peut-être la seule chose. Pour le reste, que le secret soit absolu, ça paraît une évidence. On va rester sur la profession d'avocat, mais d'un autre versant. Toujours cette semaine, nous avons appris l'agression donc de l'avocat belge de M. Abdelslam. Et comprenez-vous, alors que certaines personnes peuvent penser que cette personne n'est pas à être défendue, ça peut être une question, mais qu'un avocat ne puisse pas exercer les droits de la personne à être défendu. Qu'on veuille agresser physiquement un avocat qui demande simplement à défendre son client qu'il a choisi. Alors, les deux questions sont profondément liées. Le droit à être défendu, pour moi, est un droit qui est absolu. C'est ce qui est le marqueur d'une société civilisée. Si vous commencez à dire que telle catégorie ne doit pas être défendue, il faudra me dire qui décide de qui doit être défendu et qui ne doit pas l'être. Donc, tout le monde a le droit d'être défendu, quelles que soient les horreurs que l'on a pu accomplir par ailleurs, parce que c'est lié à l'idée d'un procès équitable, ce qui est quand même l'un des piliers d'une société démocratique, me semble-t-il. Quant à agresser ceux qui défendent, c'est comme agresser ceux qui soignent, agresser ceux qui font leur métier par ailleurs.
c'est d'une stupidité sans nom, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, c'est un acte aussi blâmable que peut-être un acte sauvage par ailleurs. Donc véritablement, non, chacun fait son métier, il n'y a pas à être agressé ici. Mais c'est lié à cette question fondamentale de dire ces gens n'ont pas le droit d'être défendus, donc vous ne pouvez pas les défendre. Mais c'est comme quand on nous dit en droit de la famille, comment pouvez-vous plaider des divorces aussi monstrueux où mon frère est un salaud, comment pouvez-vous le défendre? C'est moins grave parce que ça se passe en cercle familial, mais c'est un peu la même idée. Or, la subtilité des dossiers fait qu'on sait que la vérité est beaucoup plus compliquée que ce qu'on apprend là. Donc heureusement que chacun a le droit d'être défendu. La rédemption existe, les gens changent, les gens peuvent également se dire qu'ils ont fait des erreurs dans leur vie. Heureusement que tout n'est pas figé une fois pour toutes. Alors, cette actualité pose le problème de la frontière entre la justice impartiale, nous l'espérons, et le pouvoir politique. Selon vous, peut-on dire que le pouvoir politique a la mauvaise habitude de jouer parfois aux apprentis sorciers avec le monde judiciaire, en pouvant donner parfois des consignes ou en modifiant la règle du jeu au milieu? Là, je n'ai pas de compétences particulières pour dire que le politique interfère avec le monde judiciaire. On sait depuis Montesquieu qu'il vaut mieux quand même éviter que les deux n'interfèrent trop. On voit de temps en temps la Cour de cassation interférer beaucoup en dehors de sa sphère. Je pense au récent article 267 du Code civil, ou le tout nouveau article 1116 pour l'articulation divorce et liquidation du régime matrimonial, où la Cour de cassation a pesé très lourd sur les textes réglementaires pour faire prévaloir sa jurisprudence, ce qui est une attitude qui m'a un peu surpris. De la même façon, j'aime pas beaucoup l'idée, effectivement, que le politique vienne interférer. Qu'il y ait des liens, qu'il y ait de temps en temps des pressions, c'est absolument incontestable. Nul ne dira que ça ne doit pas exister. En revanche, que ce soit limité, ça me paraît être une évidence. À l'occasion de la réforme constitutionnelle, certaines personnalités ont appelé à une constitutionnalisation du droit à l'avocat. Est-ce une solution pérenne et crédible? Alors, je vais dire quelque chose de très politiquement incorrect. J'en ai un peu ras-le-bol que tout soit ramené à la Constitution. Voilà. Je crois qu'on a d'autres textes en France. On n'a pas un système qui a toujours été basé sur la Constitution, comme d'autres pays. Nous avons un code civil, nous avons un code de procédure civile, nous avons d'autres textes à invoquer. Tout ramener à la Constitution, comme tout ramener à la CEDH, la Convention des droits de l'homme, me fatigue un peu. Je crois qu'on peut affirmer des droits sans les constitutionnaliser, ça ne les rend pas moins forts, ça ne les rend pas moins importants. Que le droit à un avocat soit un droit important, un droit fondamental, je l'ai dit tout à l'heure, ça me paraît évident, puisque toute personne a le droit d'être défendue, ça me paraît absolument clair. De là, devoir le marquer dans le marbre pour que ce soit plus vrai, plus blanc que blanc, plus noir que noir, vu la couleur de robe, je ne suis pas très sûr. Alors, nous allons passer à la dernière partie, sur les aspects plus personnels. Première question, vraiment personnelle, pouvez-vous nous raconter votre pire et votre meilleur souvenir en tant qu'étudiant ou avocat? Alors, mon pire souvenir comme étudiant, si, ça c'est très facile. Ça s'est passé en deuxième année orale de finances publiques avec M. Jean Catlino, où nous avions une liste de 22 sujets à réviser. Je n'étais pas très finances publiques à l'époque, et pris par le temps, je n'en avais révisé que 16, et je suis tombé sur le 17e. Donc ça, c'était un souvenir de grande solitude au moment de l'oral, je m'en souviendrai pendant très longtemps. Comme excellent souvenir d'avocat, s'il y a un souvenir qui m'a marqué, qui n'est pas du tout un souvenir patrimonial, mais c'était à propos d'une procédure d'enlèvement d'enfants, où j'avais été plaidé pour un père belge qui essayait de faire revenir ses enfants en Belgique, d'où ils avaient été arrachés par une mère française. Nous avions plaidé très lourdement au tribunal de Nice, et avec les policiers qui étaient devant le cabinet du juge, et la décision a été rendue sur le siège, le juge ordonnant le retour des enfants chez leur père en Belgique, ce qui était à la fois un grand soulagement pour le père, et d'ailleurs pour les enfants, mais en même temps un grand déchirement. Et ça a été un très très beau souvenir, parce que ça venait couronner 4 mois d'une procédure qui avait été terrible. On sent véritablement là ce que peut être une décision de justice rendue dans l'instant, et en même temps on en mesure toute la responsabilité, puisque ces enfants étaient aussi heureux de partir retrouver leur père, parce qu'on les ramenait à l'aéroport de Nice sous escorte de gendarmerie, en même temps qu'ils étaient tristes de laisser leur mère derrière. Et ça, c'est le métier en droit de famille. Vous avez effectué vos études à l'Université de Bordeaux, avant d'y revenir en tant que maître de conférence chargé de l'enseignement. Si vous deviez désigner un de vos maîtres, dans le sens intellectuel du terme, lequel serait-ce? En choisir un, c'est se brouiller avec tous les autres. C'est un peu difficile. Je peux en citer deux, si vous m'autorisez. Le premier, ça me paraît évident, c'est Jean Hauser, dont j'ai été étudiant de la première année jusqu'au DEA, on disait DEA à l'époque, M2,
puis ensuite en thèse. Donc évidemment, c'est un maître absolu. Je l'ai eu comme étudiant, je l'ai suivi ensuite pendant 5 ans comme chargé de travaux dirigés. Donc difficile de dire que j'ai pas été marqué. Mais il y a une deuxième personne aussi que je voudrais citer, qui est le professeur Paul Lecanu, professeur de droit commercial, que j'ai eu en licence, en maîtrise, on disait maîtrise à l'époque, et également en DEA. Donc j'avais fait du droit civil pendant 5 ans avec Jean Hauser, mais du droit commercial pendant 3 ans avec lui. Et c'est avec lui, Paul Lecanu, que j'ai fait mon mémoire également en DEA. Et autant Jean Hauser m'a apporté l'obligation de pousser mon raisonnement, d'aller dans des zones où j'aurais jamais pensé aller, autant Paul Lecanu, lui, m'a appris l'articulation des règles techniques. J'ai encore un souvenir émerveillé de son cours de droit des sociétés en 3e année, et de son cours sur les procédures collectives en 4e année. Et les deux ont été très très complémentaires dans ma formation, et je leur suis à tous les deux très reconnaissant. En tant qu'avocat, vous avez eu à connaître ou à travailler sur des dossiers impliquant des personnalités parfois fantasques. Vous nous le présentiez assez souvent quand j'avais la chance de vous avoir en cours. Connaît-on une appréhension particulière quand on doit s'occuper d'une star dans une procédure ? La réponse est très claire, c'est strictement aucune. Une des grandes joies de mon cabinet, c'est que nous pouvons débarquer n'importe qui. Et c'est une liberté que nous avons, c'est un luxe en réalité. Et si les gens sont charmants, on est ravis de les garder comme étant des clients charmants. Si ce sont des clients pénibles, on sera ravis de les débarquer. Donc il n'y a pas d'appréhension particulière, et on s'aperçoit qu'il y a des stars qui sont tout à fait normales, et des stars qui sont tout à fait insupportables. Celles-là, généralement, on ne les a pas gardées. Qu'est-ce qui vous enthousiasme aujourd'hui dans la profession d'avocat ? Sorti du rugby, car nous savons que vous êtes un grand fan, surtout de l'Irlande et de la France dans le tournoi de destination. Ce qui m'enthousiasme dans la profession, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va arriver demain. Ça a été une des raisons fondamentales pour lesquelles je me suis dirigé vers le barreau, plutôt que vers le notariat, dont j'avais passé les examens, puisque j'avais le sentiment que la vie de l'étude, je voyais mes actes arriver, que ce serait du lundi au vendredi à peu près toujours pareil, ce qui n'est peut-être pas vrai d'ailleurs, des amis notaires m'ont dit que c'était pas toujours comme ça, mais j'avais le sentiment que c'était comme ça à tout le moins, et alors qu'au barreau j'avais l'impression que je ne savais pas ce qui allait m'arriver le lendemain. Je ne sais pas quel client je vais avoir la semaine prochaine, je ne sais pas quelle histoire on va me raconter, et il y a cette espèce de variété qui peut se présenter à tout moment, qui est véritablement enthousiasmante. Et même si c'est la 70e succession de l'année, elle n'est jamais comparable aux 69 qui l'ont précédé. Même si c'est le 420e divorce sur ces 3 dernières années, il aura quelque chose de particulier qui fait que c'est une autre histoire humaine, et c'est ce qui est absolument enthousiasmant. À chaque fois, on se dit on va essayer de trouver une solution, peut-être un accord, peut-être faire revenir des enfants. Enfin, on ne sait pas du tout sur quoi on débarque, et c'est ça qui est absolument motivant. Alors, vous êtes marié, vous êtes père de famille, une famille nombreuse. Comment arrivez-vous à trouver une certaine adéquation ou un équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? Oui, alors celle-là, c'est une question qu'on m'a souvent posée en disant mais comment fais-tu, Paris, Bordeaux, t'as 4 enfants, etc. Alors, c'est assez simple à résumer. Bon, d'abord, je travaille beaucoup, ça c'est vrai, mais je travaille en famille, puisque dans mon cabinet, il y a aussi mon épouse qui travaille, ce qui permet quand même de simplifier les choses. Alors, les enfants ne travaillent pas avec nous, je tiens à le dire, et ils sont étagés entre 19 et 13 ans. Le fait est qu'on a une vie qui n'est pas une vie très mondaine par ailleurs, j'ai pas honte de le dire. Donc, quand je fais pas du droit, généralement, je m'occupe d'eux. Et on passe pas mal de temps ensemble. On a une maison dans le sud du Rhône où on est très souvent. Ça permet de se voir quand même malgré tout. Je crois qu'une des clés a été d'organiser mon travail à l'intérieur même de la vie de famille. C'est-à-dire que n'importe où je suis, je peux travailler. Donc comme je suis quelqu'un qui dort peu, je peux me lever à 4h, 5h du matin, travailler jusqu'à 9h, retrouver les enfants, passer pour mon petit déjeuner avec eux, j'ai déjà fait 5 heures de boulot. Vous voyez, c'est le clivage entre vie professionnelle et vie familiale est un clivage chez nous qui est très flou, ce qui permet de faire beaucoup de choses. Et enfin, nous allons vous poser la dernière question. Quelle est l'influence des études juridiques et de votre profession sur votre personnalité actuelle ? Et pensez-vous qu'elle a eu, que cette personnalité a évolué avec le temps ? Oui, certainement, puisqu'on n'est jamais indemne de la profession qu'on choisit. Pour tout vous dire, quand j'étais plus jeune, avant de rentrer en fac de droit, j'ai travaillé pendant 6 ans en radio libre, puisque j'ai travaillé sur Énergie, j'ai travaillé sur Fun, à l'antenne, donc j'ai cru que j'en faisais mon métier, avec un certain Julien Courbet. Donc véritablement, j'étais très très loin de penser que je ferais du droit. Non, ce que le droit m'a apporté, c'est le fait de réfléchir, le fait de me poser, parce que j'étais un tempérament peut-être très volcanique, donc j'avais besoin de ça. Ça m'a apporté cette rigueur qui, je pense, était nécessaire. Voilà, c'est ça qui a changé. Nous vous remercions, maître. Merci. Ah, c'est pas mal, les questions.